Écoutez, chers collègues, cher public, il me revient le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette journée d'études. L'objectif central des travaux scientifiques qui sont menés dans notre laboratoire de recherche, c'est bien entendu la question immobilière, mais une question qui est envisagée au sens large. Par immobilier, on envisage l'ensemble de la chaîne de valeur qui nous permet ainsi d'envisager tous les enjeux qui émergent de la production à la gestion des biens. Le laboratoire anime et accompagne ainsi divers programmes de recherche dans lesquels il se positionne au contact entre recherche académique et opérateurs de l'immobilier. Nous avons choisi d'organiser cette journée d'études aujourd'hui sur la transmission des biens, car il est à la fois théorie et pratique, et c'est bien l'ADN de notre recherche à l'ESPI. Riche d'actualité, les questions de succession, de vente, de transmission au sens large sont au cœur des métiers de l'immobilier. Pourquoi avons-nous collectivement choisi d'accorder donc une journée à l'étude de la transmission des biens immobiliers dans le cercle familial et hors du cercle familial? Vous le savez certainement, les juristes accordent autant d'importance à la tradition qu'à l'actualité. Et la thématique retenue est tout justement à l'intersection de deux. Traditionnellement, puisque le droit des propriétés, issu du droit romain, bien défini et encadré, reconnu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme un droit inviolable et sacré. Les transferts de cette propriété paraissent simples en soi, mais depuis sa naissance, ce transfert est sujet à de nombreuses théories et interrogations. Je ne vais pas être plus longue, donc je vous remercie chaleureusement pour votre présence et pour votre attention et vous souhaite une très belle journée d'études. Merci à tous. Les biens immobiliers, il y a toujours cet attachement charnel, souvent des Français, et notamment en matière rurale bien sûr, mais pour les biens immobiliers, il y a quelque chose qui nous lie, ou quand c'est la maison de famille, etc. Et puis il y a aussi une problématique particulière dans le cadre de l'entreprise, puisque une des raisons de la mort finalement de l'entreprise, c'est vraiment le décès du chef d'entreprise. C'est un moment finalement très périlleux où il est à craindre que le décès du chef d'entreprise s'accompagne s'accompagne finalement de la mort de l'entreprise, parce que le bien immobilier, support de l'activité, doit lui aussi être vendu, cédé, etc. et que le repreneur de l'activité n'a pas les moyens de financer son acquisition. La question de la transmission aux partenaires survivants en cas de décès, elle va se poser finalement pour les clients très très tôt. Puisque la première fois qu'on les reçoit, notamment par rapport aux primo-accédants, on va directement parler de leur situation, tout simplement parce que les primo-accédants, souvent, ils sont en situation de concubinage. On va l'étudier ensemble un peu après. C'est une situation, il ne faut pas qu'ils restent dans cette situation-là, tout simplement parce qu'ils ne sont pas héritiers l'un de l'autre, donc ça peut poser de gros soucis en cas de décès d'un des deux concubins. Donc il est à moi, c'est mon argent. En plus, je l'ai mis sur un compte où je suis le seul titulaire. Donc c'est à moi. Oui, sauf que dans ce régime, les gains et salaires, c'est des biens communs. Ça, c'est la question de l'avoir. Eux, ils confondent souvent avec la question du pouvoir aussi. Certes, c'est une gestion exclusive, a fortiori si on le met sur un compte avec un seul titulaire, mais ça reste des biens communs. Je voulais savoir, dans le cas d'un PACS, est-ce que ce que vous venez de dire s'applique ou pas? C'est une incertitude aussi, parce que la contribution aux charges du mariage, on l'a vraiment uniquement dans le mariage, mais dans le PACS, on a quelque chose qui s'en rapproche énormément, l'aide matérielle, si je me trompe pas, la question de l'aide matérielle, qui est calquée sur la contribution en charge du mariage. La formulation déjà est assez proche, et en plus on retrouve un élément identique, la contribution à la hauteur des facultés respectives. Donc on pourrait tout à fait aussi, je pense, l'étendre aussi dans la question du PACS.
effectivement, c'est un aspect formaliste. Il faut savoir pourquoi on a décidé de passer au formalisme en Suisse. Alors, vous savez que la Suisse a 26 cantons, et la plupart d'entre eux regardent vers l'Allemagne, et lorsqu'il s'est agi de créer le texte que vous avez lu tout à l'heure, qui est celui du Code civil, il a fallu donner la mission à une personne, en tout cas un groupe de personnes, mais qui a été chapeauté par une personne bien spécifique, qui s'appelait Eugen Huber, Eugen Huber. Eugen Huber est donc un juriste suisse, alémanique, qui a fait des études, notamment en Allemagne, en Suisse, et qui a rédigé une sorte de compendium sur les pratiques cantonales. Et au début fin du 19e, début du 20e siècle, la Confédération, donc l'État fédéral, lui a donné la mission de regrouper tout le droit privé des cantons en un seul, et qui est celui fédéral. On constate ainsi que la société peut permettre, en dehors d'un cadre familial, d'opérer une transmission des immeubles à des tiers, mais également une transmission des immeubles à ses propres associés. Dernière possibilité dans cette transmission à titre onéreux, c'est cette opération qu'on appelle aujourd'hui le cash-out. Donc elle est très à la mode, j'ai même vu qu'elle faisait l'objet du dossier d'une revue de droit des sociétés ce mois-ci. Donc l'opération de cash-out est très à la mode en ce moment parce qu'elle est sous le feu des projecteurs, parce que des avis du comité de l'abus de droit fiscal ont été rendus au printemps et à l'automne sur cette question. Et vraisemblablement, il n'y a pas d'abus de droit. Donc les professionnels s'engouffrent jusqu'à ce que l'abus de droit soit identifié pour l'un d'entre eux. Ça suffira à les freiner. Le second objectif qui est poursuivi par l'amélioration de la performance énergétique immobilière s'est révélé, en tout cas dans son intensité, beaucoup plus récemment, avec le contexte géopolitique que l'on connaît. Et c'est donc la maîtrise, et dans un monde idéal, la réduction du coût énergétique immobilier. Donc en des termes un peu plus familiers, c'est la limitation du montant de la facture énergétique que l'on reçoit chaque mois pour l'occupation des bureaux ou du logement dans lequel nous résidons. Si vous voulez changer un local d'usage, donc d'habitation à autre que d'habitation, vous devez compenser et donc recréer un local qui soit antérieurement en usage autre que d'habitation en habitation. J'ai toujours trouvé que c'était une imbécilité profonde de faire la distinction entre les universitaires et les praticiens. Et j'avais l'habitude d'utiliser une comparaison. Un universitaire sans pratique est un fruit sec, et un praticien sans théorie est un singe entre les mains duquel on a mis un rasoir. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de défendre cette idée. Ma conviction est faite que les rapports que nous pouvons entretenir avec les praticiens, la nécessité de tester nos connaissances théoriques à partir de leurs conséquences pratiques, sont des choses qui font du droit quelque chose de complet.